Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Kofi Kouté, vous qui êtes homme de droit, ancien président de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme, est-ce que le cas Fouvi Katakou, la situation de handicap sévère, handicapé sévère de Fouvi Katakou, devrait-elle être prise en compte dans la procédure ouverte par le procureur? Je voudrais souligner que le Togo est parti à la Convention des Nations Unies pour la protection donc, des droits des personnes handicapées. Et quand vous prenez cette convention, elle énumère vraiment toute une série de mesures à prendre pour protéger les personnes vivant avec un handicap. Comme les uns et les autres l'ont souligné, même en milieu naturel, vivre un handicap n'est pas du tout facile dans des pays comme les nôtres, à plus forte raison en milieu carcéral. Donc, si déjà à la maison ou bien même dans les structures publiques, les personnes vivant avec un handicap ont des difficultés d'accès à certaines prestations, ont des difficultés de suivi, surtout que pour lui, il s'agit donc d'un handicapé moteur, donc quelqu'un qui a des difficultés pour se mouvoir. Imaginez alors quel sera son état dans le milieu carcéral. Est-ce que le Togo dispose de moyens, du moins, est-ce que dans nos lieux de détention, je connais très bien la prison civile de Lomé, enfin la plupart des prisons du Togo, je les connais pour les avoir visitées toutes. Donc, est-ce que nous disposons de moyens qui puissent accueillir des personnes avec de telles infirmités? La réponse est absolument non. Et si la réponse est non, pourquoi alors? Ça aussi, voilà, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ça ne nomme pas du tout notre État. Et je pense que les organisations chargées de la protection des personnes vivant avec handicap doivent se saisir de cette question. Et c'est très sûr que le Togo sera interpellé à ce sujet, parce qu'on ne peut pas quand même détenir quelqu'un d'une mobilité aussi réduite comme on vient de l'indiquer, dans un milieu aussi exécrable que constitue donc la prison civile de Lomé. Donc, pour moi, il n'y a même pas une possibilité d'accueillir une telle personne à la prison de Lomé. Tout à fait. Kofi Sonyokbon, face à cette situation, ça inquiète beaucoup de Togolais, même les partis politiques ont sorti rapidement des communiqués. L'Église catholique et notamment la conférence épiscopale a également sorti rapidement un communiqué dénoncer l'arrestation de Fouvi Katakou et ce qu'on reproche également à Fouvi Katakou. Alors, est-ce que ces communiqués-là, oui, les communiqués font quoi concrètement à ce régime? C'est la question qu'on peut se poser. Quelle action mener à passer communiqué selon vous, Kofi Sonyokbon? Ça, c'est une très bonne question. Et avant d'y arriver quand même, j'aimerais souligner quelque chose que je pense est digne d'être considéré. C'est que on voit un peu l'acharnement qu'il y a contre les journalistes, contre les activistes, contre les militants des partis politiques, parfois des militants de la société civile, ainsi de suite. Mais là, on se rend compte que dans le même pays, la justice semble être complètement muette quand il y a des crimes quand même assez lourds, des assassinats, des détournements de deniers publics, ainsi de suite. On voit cette justice qui ne dit absolument rien. Et là, ça donne vraiment un sentiment d'injustice parce qu'on voit qu'il y a une impunité qui est plus ou moins généralisée. Mais qu'en même temps, cette justice-là, elle se déchaîne ou se défoule carrément sur des gens qui ont tout simplement dit ou écrit quelque chose ou qui ont participé à une réunion ou à une manifestation. Et je pense que cela n'honore pas notre pays. C'est inacceptable et il faut que ça change. Maintenant, revenant à votre question, les communiqués, bon, je pense que s'il y a un pays dans lequel on a sorti des communiqués pour condamner à la chaîne, nous sommes également un pays de dialogue. Nous sommes également un pays de dialogue, de communiquer, de dialogue et de communiquer. Je pense que si les communiqués pouvaient développer notre pays, là, on serait très loin. Il faut aller au-delà de ça. Et je vais beaucoup plus m'attarder sur le cas des leaders religieux
Je pense qu'il devrait faire beaucoup mieux que ça. Il devrait constituer une délégation pour aller voir les autorités de notre pays. Je pense qu'ils sont en train de le faire. Hein? Grue, je pense qu'ils sont en train de le faire. Ok, d'accord. Non, mais il faut que ça soit public. Il faut que le peuple le sache qu'ils sont en train de le faire. Parce que sinon, on se dit qu'ils l'Église catholique très souvent dit, bon, patientez-vous, nous, on sait ce qu'on doit faire, on le fait, on le fait sans que vous ne le sachiez. Non, on doit le savoir parce que sinon, on considère qu'ils ne le font pas. Donc, ils doivent, pas seulement l'Église catholique, mais toutes les confessions religieuses, là, incluant les musulmans et autres, les leaders là doivent se concerter et faire une délégation pour aller voir les autorités de notre pays pour poser les problèmes clairement. S'il le faut, faire le pied de grue jusqu'à ce qu'ils voient qui de droit pour lui dire les choses qui se passent dans le pays ne vont pas contribuer à la cohésion nationale ni à la paix que vous appelez très souvent de tous vos voeux. Les actes qui s'y passent ne pourront pas contribuer à ça. Donc, on voudrait vous en parler pour que vous puissiez prendre les mesures nécessaires pour que les choses commencent à changer. Ça, je souhaiterais vivement qu'ils ne se cachent pas tout le temps derrière les communiqués pour faire cela. Maintenant, pour ce qui est de la classe politique qui est aujourd'hui divisée, où on préfère s'injurier à longueur de journée plutôt que de penser au bien-être des populations qu'on prétend représenter, ils ont intérêt vraiment à se retrouver, à essayer de concilier les points, les divergences. Si tel a offensé l'autre, qu'ils puissent s'en parler là, comme des adultes et essayer de réconcilier donc leurs militants qui s'injurient à longueur de journée sur les réseaux sociaux, pour remettre justement le pays et les intérêts du peuple togolais de l'avant. C'est l'appel que moi je peux leur lancer. En tout cas, c'est une bonne recommandation de votre part. Faire quelque chose de tout à fait. C'est une bonne recommandation de votre part. On va quand même pointer du doigt votre recommandation. On va quand même la partager avec nos invités également dans cette émission. On va relancer maintenant Kofi Nyanzonzi Kofson, auteur du livre Togo, une république démocratique, c'est la question que vous vous êtes posée. Alors là, si le Togo est vraiment un pays démocratique, donc on pouvait pas arrêter quand même, emprisonner un handicapé sévère. Vous connaissez très bien Fovi Katakou, vous avez décrit tout à l'heure son état d'handicap, très sévère. Kofi Kounté, homme de droit, l'a aussi dénoncé, beaucoup d'associations l'ont dénoncé, l'Église catholique l'a dénoncé également, mais la question qu'on peut se poser, est-ce que le peuple togolais qui est sous l'emprise de la dictature depuis des années se retrouve-t-il dans ces écrits de Fovi Katakou? Fovi Katakou a dénoncé la dictature, Fovi Katakou a appelé le peuple à la conscientisation, Fovi Katakou a appelé aussi l'armée à responsabiliser l'armée. Oui, on le colle à l'apologie de crime, je viens de le dire, on ne connaît pas le fond du dossier quand même, mais le dernier article de Fovi Katakou en dit long également sur son activisme. Alors on peut se poser la question, Kofi Nyanzonzi, les populations togolaises éprises de paix et de justice vont-elles finalement se réveiller de leur léthargie pour défendre leur droit à vivre dignement? Kofi Nyanzonzi. Il faut l'espérer. Je pense qu'il faut l'espérer. Mais souvent, on dit que l'espoir, c'est l'arme des pauvres. Mais continuons d'espérer et puis on verra. Après, ce que moi je sais, c'est que ces situations de part et d'autre contribuent à une situation d'implosion sociale. Et il faut justement éviter cela, eu égard aux objectifs en termes de cohésion nationale, tout ce qu'on veut. Mais si on veut favoriser donc cette implosion-là, il faut continuer dans le sens actuel. D'autant que, vous savez, je dois vous faire une précision. On parle souvent d'armée, mais en réalité, l'armée est une institution. L'armée en elle-même, c'est une institution. Maintenant, celles et ceux qui composent cette institution sont avant tout des citoyens. Donc, lorsque un citoyen s'adresse à d'autres citoyens, on ne peut pas le condamner ou en tout cas l'incriminer parce qu'il exhorte certains citoyens
a abandonné soit le zèle, soit le racket, soit le fait de taire ou de ne pas voir les injustices, ça c'est, il essaie de crier son ras-le-bol. Et M. Kounté l'a dit tantôt, c'est son droit. Maintenant, il n'a pas fait appel à l'institution. Parce qu'il faut bien différencier les choses. On a l'institution, on a le contenu. Donc, le contenant, le contenu. Donc, il ne dit pas à l'institution, révoltez, vous faites ceci, vous faites ça, vous faites ci. Non, il les appelle à un peu plus d'humanité. Mes chers concitoyens, nos compatriotes meurent. Il y a une violence institutionnelle. Essayez au moins de prendre conscience et d'éviter ça. Ne vous contentez pas du peu que vous avez en croyant que vous ne serez peut-être pas demain victime de ce que les autres vivent. En cela, c'est une forme de... Il appelle ses concitoyens à être responsables ou en tout cas à rester éveillés. Et c'est là la question que vous me posez tout à l'heure, à savoir, est-ce que ces différentes situations pourront-elles amener le peuple togolais ou la population ou les habitants à prendre conscience? D'abord, je me suis posé la question, on se pose la question, est-ce que le peuple togolais qui est sous l'emprise de cette dictature se retrouve-t-il également dans ces écrits de Fovi Katakou? Est-ce que c'est Fovi Katakou seul qui le dit? L'on dit également dans cette émission que des hommes politiques l'ont dit. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on détient en prison actuellement Paul Missiak Butor de la dynamique de Monseigneur Kodjro et Dimo Auré également. Que des hommes politiques, eux aussi disent la même chose que Fovi Katakou. Oui, mais sous réserve ou sous l'express réserve de ce que contient l'accusation ou la qualification des faits ou le fond du dossier, je ne peux pas, moi, me permettre de comparer ce qu'aurait dit, par exemple, M. Auré ou de X par rapport à ce que dit Fovi Katakou. Ce que, en revanche, je peux retenir ou voir, c'est que Fovi Katakou, de tout temps, son leitmotiv a été de contribuer à l'éveil des consciences. La projection de films, sensibiliser au marché, aider dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Voilà, il n'a mené que des actions citoyennes qui contribuent justement à l'éveil des consciences. Mais je n'ai jamais, pour ma part, entendu Fovi Katakou tenir quelque action que ce soit en vue de contribuer à une situation de violence. Ça, jamais. Et d'ailleurs, lui-même n'a pas ou n'est pas en état physique de pouvoir opérer cette situation de fait ou qui pourrait s'apparenter à un délit ou à un crime. Donc, je ne vais pas m'étendre quant aux propos ou aller en comparaison avec d'autres propos, mais pour revenir à notre sujet, je sais qu'en la situation actuelle, les actes posés ne donnent pas l'impression qu'on se trouve dans un état ou qu'on se trouverait dans un état de droit. Ça donne plutôt l'impression d'un usage disproportionné de la force par celles et ceux qui estiment être en état de supériorité par rapport à leurs concitoyens. Tout à fait. Kofi Kounté, l'arrestation de Ferdinand Été de Joël Ega, de Jean-Paul Omolo de Fovi Katakou, est-ce que finalement, ces détentions sont-ils... ils l'ont fait, est-ce que ces citoyens sont-ils détenus tout simplement pour faire taire toute voix dissidente? C'est la question qu'on peut se poser également. Oui, mais merci. Je pense que dans une émission précédente, je l'avais déjà dit clairement, il s'agit ni plus ni moins que d'une restriction donc, de la liberté d'expression. On ne veut pas que les gens s'expriment. Et ça, je pense que c'est un peu dommage. Donc il y a une régression des droits de l'homme alors. Bien sûr, la liberté d'expression, c'est une des libertés que l'on ne peut jamais concéder et que une liberté que l'on ne peut retirer à un individu qui est un être pensant. Donc, un être pensant a toujours le choix de s'exprimer. Et ce n'est pas en étouffant les uns et les autres
qu'on finira par, enfin, qu'on pourra mieux gérer. Bien au contraire, c'est plutôt en écoutant les critiques, c'est en étant toujours attentif à ce que aux reproches que l'on vous fait, que vous pouvez que vous pouvez vous améliorer. Mais donc, vouloir étouffer les voix dissonantes, non, je pense que cela ne pourra à terme que conduire vers l'implosion, comme quelqu'un l'a souligné tout à l'heure. On va conclure ce débat citoyen autour de ces arrestations arbitraires. Les deux journalistes Ferdinand Haïté, Joël Ega, les activistes Fovi Katakou, Jean-Paul Omolou. Alors, est-ce que c'est pour faire taire toute voix dissidente? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi justement l'opposition togolaise qui est déjà divisée par des querelles fratricides va-t-elle enfin se ressaisir pour défendre les acquis de la lutte pour le droit à la liberté d'expression et la démocratie? Kofi Nnadonson, que direz-vous pour conclure ce débat citoyen? Alors, moi, ce que je pense, c'est que, vous savez, lorsqu'on dirige un pays et qu'on sait qu'on sera amené à se dessaisir du pouvoir, on a une attitude autre que lorsqu'on dirige le pays en se disant qu'à aucun moment le pouvoir n'ira ou n'irait dans les mains d'un autre concitoyen. Et donc, aujourd'hui, dans notre pays, on fait face à plusieurs problématiques. Il n'y a pas d'autorité morale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend les chefs traditionnels, quand on prend les chefs religieux ou les obédiences religieuses, mais il n'y a aucun ou aucune parmi ces deux entités qui peut permettre de s'ériger en protecteur des citoyens au cas où, par exemple, ou comme c'est le cas, leurs droits sont violés. Et donc, toutes ces situations-là font aujourd'hui que je ne veux même pas m'appesantir sur les partis politiques. Mais ce qui, moi, m'importe, c'est qu'il faut nécessairement qu'au Togo, on puisse disposer des organisations de la société civile, parce que les autorités religieuses aussi font partie ou font corps avec cette société civile-là. Donc, il faut arriver à un moment donné à préserver, à sauvegarder le rôle de sentinelle que doit constituer cette société civile afin d'éviter justement les bavures, les oppressions ou l'usage du pouvoir aux fins de règlement de comptes personnels. Merci beaucoup, Kofi Nnadonson dit Kofson. Vous êtes membre fondateur du mouvement citoyen Nubweke. Vous êtes auteur du livre Togo, une république démocratique, point d'interrogation. On va conclure ce débat également avec Kofi Sonopon, ancien candidat à la mairie de Montréal au Canada. Vous êtes également promoteur de la plateforme perspectiveinfo.com pour soutenir les journalistes. Malheureusement, nos confrères sont arrêtés. On ne sait pas si ça va s'arrêter à nos confrères. Dira-t-on tout simplement que la liberté d'expression est en danger? Le métier de journalisme est en danger au Togo, on l'a toujours dit. Alors que direz-vous également pour conclure ce débat? Est-ce qu'on doit appeler maintenant le peuple togolais et plus de paix, de liberté, de justice? Est-ce que finalement, est-ce qu'on va se réveiller pour revoir notre manière de combattre ce régime dictatorial, Kofi Sonopon? Écoutez, par rapport à la liberté de la presse ou la liberté d'expression, c'est sûr que lorsqu'on considère la vague d'arrestations à laquelle font face donc les journalistes, les activistes, ainsi de suite, les hommes politiques et autres, on peut vraiment penser que c'est effectivement le cas. Donc, il est important justement que les uns et les autres reviennent à considérer donc que cette liberté-là, c'est un droit. C'est inscrit dans la constitution de notre pays, mais surtout aussi, parce que les dernières arrestations, il y a toujours eu quelque chose qui sort où on dit que c'est parce qu'on a frustré une autorité. Et moi, je voudrais recadrer ça un tout petit peu, et un peu comme mes confrères l'ont dit tantôt.
en fait, une autorité publique, c'est avant tout un serviteur. Et donc, si on reconnaît sa position de serviteur et non pas juste celle d'autorité, il y a quand même une certaine retenue. On peut relativiser les choses en se disant que dans sa position de serviteur, on sait qu'on dépend en fait du peuple. Et quand on dépend du peuple, il y a certainement des choses qu'on va entendre dire qui ne vont pas nous plaire, mais étant des serviteurs, on va le supporter. C'est ça, mais c'est parce que je pense qu'il y a quelque part certaines personnes qui n'ont pas encore intégré cette facette de la chose. C'est pour ça qu'à la moindre chose, ils se sentent offensés. Mais quand ils occupent une fonction publique, ils doivent s'attendre à cela. C'est ça. Donc à ce niveau-là, il faudrait vraiment qu'on évolue, que nos mentalités évoluent pour qu'on essaye de ne pas surcharger justement notre système judiciaire par des cas à répétition d'offense à l'autorité ou d'outrage à l'autorité, ainsi de suite. Tout à fait. 30 secondes. Quel est votre message concret au peuple togolais qui est sous l'emprise de la dictature, s'il faut qu'on le dise concrètement, sans langue de bois? Moi, je vais dire en fait à tous les Togolais que ce pays-là, si on veut qu'il change, c'est l'affaire de chacun d'entre nous. C'est déjà comment est-ce que nous-mêmes nous considérons notre pays, parce que quand moi j'analyse les choses, et je ne vais pas, justement, vous m'avez demandé de ne pas avoir la langue de bois, quand j'analyse les choses, je me dis que ce qui arrive, ce n'est pas juste la faute des dirigeants, c'est la faute aussi de chacun d'entre nous. C'est un problème dont nous sommes tous, donc à la base, et que nous devrons tous contribuer à résoudre. C'est comment est-ce que nous regardons notre pays? Est-ce que nous considérons les biens publics comme les nôtres à nous, de sorte que nous puissions demander des comptes à ceux-là qui sont en charge pour leur dire, mais attendez, ça nous appartient à tous, mais la façon dont vous gérez cela, ça ne va pas. Donc, il faut que chacun se sente concerné et que chacun, à son niveau, puisse faire l'effort de contribuer à la transformation de ce pays-là. Parce que sinon, les choses ne continueront que par se détériorer. Merci beaucoup. C'est ce que moi je peux dire. Merci beaucoup, Kofi Sonopon, ancien candidat à la mairie de Montréal. Je l'ai dit tout à l'heure, principal promoteur de la plateforme perspectiveinfo.com pour soutenir sur tous les plans les journalistes au Togo. On va conclure également cette émission au ce débat citoyen avec Kofi Kounté, qui est ancien président de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme. Justement, on se pose sur la question, pourquoi le président de la Cour suprême, face à cette situation, face à toutes ces indignations, pourquoi justement le président de la Cour suprême, Abdoulaye Yaya, garde-t-il le silence depuis sa sortie appréciée pour dénoncer les dérives du système judiciaire au Togo? Une deuxième question également pour conclure ce débat, c'est à vous de voir comment vous allez le faire. L'opposition togolaise divisée par ces querelles fratricides va-t-elle enfin se ressaisir pour défendre les acquis de la lutte pour le droit, la liberté d'expression et la démocratie au Togo? Que direz-vous pour conclure ce débat aux citoyens? Kofi Kounté. Merci beaucoup. Vous demandez pourquoi est-ce que le président de la Cour suprême garde le silence. Bon, je pense que du point de vue purement procédural, à ce stade des faits, bon, le président de la Cour suprême n'a rien à faire à ce stade. Ça reste purement sur le plan procédural. Par contre, sa sortie appelant au professionnalisme et à la conscientisation donc, des magistrats refaire surface. Et je pense que ce message-là doit être compris et être appliqué par tous. C'est-à-dire que lorsqu'on nous dit d'être professionnel, lorsqu'on nous dit d'avoir une prise de conscience professionnelle, je pense que cette prise de conscience, elle doit avoir lieu partout et à chaque instant. L'indépendance du juge, c'est le juge lui-même. Si on nous dit d'être indépendant, c'est être indépendant aussi bien des groupes de pression, des pouvoirs économiques, mais beaucoup plus
du pouvoir exécutif. Et c'est là où la responsabilité du juge est beaucoup plus importante. Arriver à s'affirmer, appliquer le droit et rien que le droit, c'est ça qui fait la force du magistrat. À partir du moment où les collègues arriveront à faire usage donc vraiment de cette règle, je pense que les citoyens auront confiance en la justice et ce que nous dénonçons aujourd'hui, les cas arbitraires, tout cela va s'arrêter. Mais aussi longtemps que nous allons nous compromettre, que nous allons nous assujettir, que nous allons nous avilir pour pouvoir être au bord du pouvoir exécutif, eh bien, il y aura toujours ce conflit entre nous et la population et nous manquerons malheureusement de crédibilité et nous contribuerons malheureusement aussi à perpétuer la dictature. Donc, face à l'équilibre, au déséquilibre qu'il y a, il n'y a que le juge, en principe, pour pouvoir rétablir l'équilibre. Donc, j'en appelle à la conscience des uns et des autres. Bon, pour les acteurs politiques, je n'en suis pas un. Je pense que les uns et les autres l'ont dit. Il appartient à la classe politique de savoir quelle stratégie elle peut utiliser dans la conquête du pouvoir. Et pour cela, vraiment, je n'ai pas la science infuse pour me prononcer là-dessus. Pour conclure définitivement, je dirais que la situation que nous vivons ne peut pas prospérer. Nous sommes au 21e siècle. Et les pratiques qui relèvent de l'ancien temps, donc des années 70 ou bien 80, ne peuvent pas prospérer en 2022 et très bientôt. Donc, il appartient à ceux qui prétendent, ou du moins aspirent à nous gouverner, de revoir la manière de diriger. Autrement, ils seront surpris. Je pense que le mal viendra de là où ils attendront le moins. Ce n'est pas en arrêtant ceux qui élèvent des voix pour dénoncer un certain nombre de faits, ce n'est pas en les arrêtant que le combat va s'arrêter. Mais non, le combat ne peut s'arrêter que lorsque, par exemple, eux-mêmes, ils auraient changé de manière de gouverner. Autrement, la surprise viendra d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, Kofi Kounté, ancien président de la CNDH, Commission nationale des droits de l'homme. Merci beaucoup à Kofi Nyazonzon, alias Kofson, auteur du livre Togo, une république démocratique. Merci également à Kofi Sonopon, ancien candidat à la mairie de Montréal et principal promoteur de la plateforme perspectiveinfo.com. Et merci également à vous, auditrices, auditeurs de Radio à Volonté, de Radio Canal K. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres émissions sur Canal K et sur Radio à Volonté. Bon week-end et bonsoir. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.